Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, séance du Cercle du renouvellement constitutionnel. Nous poursuivons notre analyse, notre anthropologie de la loi. Aujourd'hui, volet 8, présenté donc par Christian. Christian, je te cède la Oui, parole. merci Luc, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la crise de la loi. Y a-t-il une crise de la loi? Et surtout que depuis presque 20 ans maintenant, il y a de nombreux juristes, nombreuses voix de juristes, pourtant non connus, des juristes qui appartiennent pas, non connus pour appartenir à une quelconque mouvance ou courant anti-autoritaire, qui s'élèvent régulièrement pour dénoncer une crise de la loi. Bon, on peut citer notamment celui qui a initié un petit peu cette idée, c'est l'ex-président du Conseil constitutionnel et alpiniste accessoire Pierre Mazot, qui l'avait exprimé dans ses vœux du Conseil constitutionnel en 2005. Il avait parlé de la crise de la loi. Alors, bon, je fais une petite parenthèse. Est-ce que ce ne serait pas le Conseil constitutionnel qui est l'un des principaux artisans de cette crise de la loi? Bon, c'est un autre débat à ouvrir. Alors, ce qui est dit souvent par ces éminents spécialistes, qui sont d'ailleurs et pourtant qui sont de parfaits représentants du système oligocratique en place, les principaux maux dont souffrirait la loi sont les suivants. Les lois, alors premièrement, il y a premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, puis il y a un cinquièmement qui a de nombreuses ramifications. Alors, le premier symptôme de la crise de la loi, ce n'est pas hiérarchique, hein, voilà, c'est une énumération. C'est les lois multiples. La multiple, ça fait écho à cette inflation législative dont on parle beaucoup, enfin nous avons beaucoup parlé dans nos chroniques, notamment lors de ma chronique précédente, inflation législative quantitative galopante que nous connaissons actuellement, mais qui, s'est déclenchée, cette inflation, il y a une vingtaine d'années. Et c'est sans doute le pire de tous les maux. Le Parlement adopte de multiples lois pour des motifs divers et variés. Les députés ne sont pas tous juristes. Les lois adoptées sont souvent mal écrites, incompréhensibles, et au bout du compte, on s'aperçoit dans disons dans le domaine réel, dans la vie réelle, qu'elles sont inapplicables. Deuxième catégorie de lois qui donc rentrent dans la rubrique de la crise de la loi, c'est les lois jetables. Alors, très souvent, des politiques voulant inscrire leur nom, voulant graver leur nom dans le marbre de l'histoire, dès qu'ils arrivent à un poste de ministre de l'économie ou de la culture ou autre, ils s'empressent de faire adopter une loi qui portera leur nom. Rapidement, on s'aperçoit que la loi a été mal écrite et il ne reste donc plus qu'à la jeter. En fait, le plus souvent, elle reste inappliquée. Énormément de lois ne sont pas appliquées parce qu'elles sont inutiles et qu'elles ont été votées pour que l'initiateur de la loi, alors c'est rarement un député, hein, c'est très souvent un membre du gouvernement, laisse sa loi dans l'histoire, on dira la loi intègre. Voilà. Troisième catégorie, les lois émotives. Alors ça, c'est une tendance forte, voire une tendance déferlante, qui emporte tout sur son passage. Ça consiste à vouloir légiférer systématiquement dès qu'un problème survient, avant même de l'avoir analysé en profondeur et avant de voir s'il y a dans l'arsenal législatif possibilité d'y faire face, ou même tout simplement par des commandements opérationnels venant de l'exécutif, eh bien, on s'empresse de faire une loi avant même que les causes précises, je viens de le dire, du problème soient connues ou aient été identifiées par un aéropage d'experts, éventuellement, ou par l'opinion publique, ou par des gens comme nous.
Et puis, on s'aperçoit qu'une fois l'émotion passée, si la loi a été adoptée, on s'aperçoit souvent, là encore, qu'elle a été prise dans l'urgence. Alors, dans l'urgence, elle a été mal écrite, et l'urgence n'étant plus d'actualité, la loi ne sert plus à rien. Quatrième catégorie, ce qu'on appelle les lois molles, appelées également neutrons législatifs. Ce sont des lois sans contenu obligatoire, qui ne vont donc avoir, en pratique, aucun effet. Alors, il faut rappeler qu'en principe, une loi ne peut pas s'appeler une loi si on ne prévoit pas de sanctions. Bon, c'est en théorie, mais en fait, il y a de nombreuses lois, il y a un certain nombre de lois, ce n'est pas la majorité, hein, mais elles existent, qui ne prévoient pas de sanctions. Voilà, donc ce sont les lois molles. Et puis, alors, la grande catégorie, c'est ce que ces juristes nomment des lois protectionnistes. Et on verra que c'est un cache, disons, c'est un cache-sexe, le mot protectionniste, qui en fait, disons, occulte quelque chose de beaucoup plus méchant. Voilà. Ce sont des lois qui sont supposées faites pour protéger les entreprises ou protéger des entités en les préservant de la concurrence. Préserver de la concurrence. Hein. Premier grand domaine. Et deuxième domaine, elle est protégée de l'évolution, plus ou moins inéluctable, des sciences et des techniques. Mais on s'aperçoit, quand on les regarde en détail, ce sont des lois en réalité qui attaquent frontalement la liberté d'expression. Nous y voilà. Alors ça a commencé, il y a 20 ans, hein, avec la loi DADVSI, en 2006. Loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, alors DADVSI, droits relatifs aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui était une loi au départ qu'on avait transposée en droit français de la directive européenne des technocrates européens 2001-29-CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Alors, bon, on ne va pas débattre du droit d'auteur par rapport à la liberté, etc. Bon, mais c'est un vrai débat. Mais on retiendra simplement que ce type de loi a ensuite fait florès par la suite. Alors, on a eu 3 ans après la loi Hadopi, en 2009, qui était annoncée pour favoriser la diffusion et la protection de la création sur Internet, mais qui visait en fait à mettre un terme au partage de fichiers, peer-to-peer, voilà, lorsqu'il se faisait en infraction avec la législation sur le droit d'auteur, mais c'est tellement difficile à contrôler, tellement vague, qu'en fait c'était un moyen de, disons, sabrer cette liberté de communication entre les citoyens via la toile. Puis, en 2018, nous avons eu la fameuse... Alors, je cite les plus importantes, bien entendu, les plus significatives, les plus représentatives. En 2018, nous avons eu la loi contre la manipulation de l'information, qu'on a couramment appelée la loi Infox ou la loi Fake News, qui visait à lutter, enfin, qui annonçait qu'elle voulait lutter contre différentes formes de diffusion intentionnelle d'informations ou d'opinions. On s'est aperçu que la définition de l'information, ça contenait aussi, en fait, dire son opinion. Diverses formes de diffusion intentionnelle d'informations n'ayant pas été contrôlées par une source officielle. Voilà, la loi Fake News. Et puis, tout récemment, je dis notre parce que on s'en est beaucoup occupé, notre loi SREN, Sécurité et Régulation de l'espace numérique, qui a été à 2 doigts d'accoucher d'une possibilité même de criminaliser certaines critiques en ligne. Hein, on le sait, au seul prétexte que son contenu aurait été humiliant, dégradant, etc., offensant, et pouvant être jugé tout simplement par un fonctionnaire de police ou de gendarmerie. Donc, je dis
a été à deux doigts d'accoucher parce que le Conseil constitutionnel, saisi par un certain nombre de députés et également ayant peut-être lu les commentaires de Recours Constitution, a invalidé cette partie de loi. Il reste quand même, hein, dans cette loi SREN qu'on ne va pas énumérer parce qu'il y a énormément d'articles, il reste deux articles extrêmement problématiques pour la liberté d'expression. C'est le rejet du deepfake, hein, les modifications de vidéos ou de sons, d'audio, de vidéos avec l'IA, et la censure des médias étrangers dits de désinformation, alors qui a été sacralisée, disons, qui a été régularisée après coup par la loi, parce que on a eu disons, la censure notamment de Sputnik et de RT, sans qu'il y ait de loi afférente. Maintenant, on a fait une loi après coup, voilà, donc comme ça, c'est clair. C'est beaucoup plus facile de le faire à partir de maintenant. Donc le deepfake et la censure des médias étrangers supposés être de désinformation, ça c'est entériné, c'est validé par le Conseil constitutionnel. Donc ces lois, appelées pudiquement lois protectionnistes, par les juristes du Sérail, je viens de le dire, et on s'aperçoit qu'elles sont, en toute objectivité, des lois dont l'unique objet, c'est de restreindre la liberté d'expression et de restreindre la circulation de l'information non contrôlée. Et elles sont élaborées, ces lois, en violation flagrante de la Constitution, et notamment l'article 10 de la DHC, qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. » Voilà, il s'agit bien, dans les cas d'espèce que je viens de citer, des manifestations de la liberté d'expression, de l'expression ou de l'information qui ne troublent pas l'ordre public. Donc ces violations de la Constitution, bien sûr, n'ont pas été relevées par le Conseil constitutionnel, au motif notamment que personne ne lui a demandé de le faire. Alors, tous ces éléments m'amènent, en ce qui me concerne, à diagnostiquer de façon extrêmement précise une réelle crise de la loi qui est fondée sur trois symptômes principaux. Je diagnostique une crise et je m'appuie sur trois symptômes principaux qui résument ce que je viens de dire. Le premier symptôme, c'est l'emballement quantitatif de la loi, hein, qu'on a moult fois souligné. Alors, je rappelle simplement quelques chiffres. Au jour d'aujourd'hui, environ 140 000 règles coercitives. Donc les codes, les 74 codes législatifs, sachant qu'un code peut facilement atteindre 2500 pages, le code des impôts à lui seul contient 4000 articles, et que plus de 10% des articles d'un même code sont modifiés chaque année, que les amendements parlementaires sont passés, alors je vous donne des chiffres, hein, de 43 437 donc dans la législature 93-97, ils sont passés à 50 957 pour la législature entre 97 et 2002, pour atteindre 243 259 dans la précédente législature, celle de 2002-2007. Là, par les chiffres de la législature actuelle, 13e législature, voilà. Alors, le deuxième, donc premier symptôme, emballement quantitatif. Deuxième symptôme, le caractère volatile, le caractère instable, voire versatile de la loi, qui est changeante en permanence et au gré des changements de majorité, qui amène à une absence de visibilité. Or, la loi a comme objectif aussi de rendre la vie possible en sachant ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Or, aujourd'hui, de par l'emballement quantitatif de la loi et de par son changement permanent, cette visibilité
n'existe plus. Ça débouche sur le concept dont je parlerai dans ma prochaine chronique, sur le concept de l'insécurité juridique. Et le troisième symptôme, c'est que la loi, eh bien, a changé de destination, a changé d'éthique, c'est-à-dire qu'elle ne cherche plus à interdire ce qui nuit. Bon, c'est la définition de la loi dans l'article 5 de DHC. La loi n'a le droit d'interdire que les actions nuisibles à la société. C'est pour ça que la loi a été faite, qu'elle est validée, et que c'est dit de cette façon-là dans notre société. Alors, les actions nuisibles, on ne va pas ouvrir le débat, qu'est-ce qui est nuisible, qu'est-ce qui n'est pas nuisible, sur le problème de la nuisance, ça a déjà été fait un petit peu, je pense qu'on le fera plus tard. Toujours est-il que cet objectif d'interdire des choses qui sont nuisibles à la société n'intéresse plus tellement la loi. La loi cherche plutôt à protéger des intérêts particuliers, c'est-à-dire faciliter l'activité de certaines corporations. Alors quand je dis faciliter l'activité, c'est-à-dire faciliter la rentabilité de certaines professions en fonction du pouvoir des lobbies, c'est-à-dire en fonction de la force de persuasion des représentants de ces corporations auprès des députés ou auprès des ministres ou technocrates qui sont en charge de faire la loi. Voilà. Donc, voilà comment je présenterai cette crise de la loi et voilà sur quels symptômes je me fonderai pour l'identifier. Merci infiniment, Christian, de cette présentation particulièrement utile, je dirais. Est-ce que tu veux commencer à réagir, Jean-Charles, en premier? J'ai une question, c'est la loi d'exception. Les lois d'exception, enfin juste pour avoir une précision sur la façon dont tu catégorises et tu nous exposes les choses. Les lois d'exception, tu les mets dans les lois émotives, enfin dans ce chapitre-là, où on peut considérer que malgré tout, les lois protectionnistes dont tu nous as déroulé le contenu sont aussi des lois d'exception. Comment tu... Voilà. Bon, juste un mot, parce qu'on ne va pas engager le débat tout de suite, on va l'engager tout à l'heure. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une loi d'exception. Bien, d'accord. Voilà, on va en parler. C'est le journaliste qui dit que c'est une loi d'exception, mais bon, ça n'existe pas dans le rubricage des lois, notamment qui on peut consulter dans l'article 34 de la Constitution. Il y a les lois de finances, les lois de ceci, les lois d'exception. Oui, enfin, ça n'existe pas plus que effectivement les lois émotives, les lois jetables ou les lois molles. Oui, alors effectivement. Donc, voilà, c'est simplement, je te demande, voilà. Oui. Oui. Eh bien, on peut en parler tout à l'heure. D'accord. Pour réagir, voilà, le travail de Christian a été de catégoriser en fait tout ce qui, toute l'avalanche de lois qui interviennent et donc c'est tout à fait intéressant lorsque Christian déroule le nombre de lois au niveau quantitatif, etc. Non, l'exposé est tout à fait bien. À la fin, effectivement, le changement de destination me paraît important à noter. Non, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire là, comme ça, à chaud. D'accord. Bon, écoute, très bien. Moi, j'en ai quelques-uns. Bon, un premier juste de prononciation, mais faisons souvent tous cette erreur. Tu as parlé d'aéropage à un moment donné, or que c'est aréopage. Mais nous faisons souvent cette... Parce que aéro, si tu veux, c'est les trucs qui volent. Hein. Petite correction. Alors,
Bon, bah, effectivement, et c'est un exposé que je qualifierais de brillant et d'utile pour justement que nos citoyens soient alertés de la situation actuelle, qui est une crise effectivement de la loi, et avec justement ces quelques éléments que j'essaierai de généraliser dans ma conclusion. Alors, il y a les lois sans contenu obligatoire, les lois molles dont tu parles. Voilà, c'est pas systématique, aucun effet, pas de sanction. Pourquoi j'ai mis pas systématique? Attention. Oui, c'était juste pour une petite précision, c'est que je sais que Christian, tu penses que toute loi doit être coercitive et forcément une règle coercitive. Personnellement, je n'ai pas cette opinion. C'est notamment les lois budgétaires, hein, qui vont fixer des orientations, ou une loi de programmation, typiquement une loi de programmation pour l'Assemblée, pour les armées, qui ont une autre fonction que d'être coercitive, qui donne simplement des orientations et des choix, qui actent des choix, souvent budgétaires évidemment, puisque l'action se déploie forcément au travers d'un budget qui est alloué, qui a des moyens pour réaliser des choix. Donc ça, je pense que, donc il faut faire attention. Toute loi n'a pas forcément de sanction. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est même les actes les plus importants d'un gouvernement, c'est de prendre des actions, des décisions, d'orienter le budget, la politique du pays, etc. Donc ça fait partie des choses, des lois qui sont normalement sans sanction, je dirais. Mais là, je pense que, là, je te rejoins, hein, ces lois molles, en définitive, ce sont juste des déclarations d'intention, et c'est un petit peu avec les lois émotives, je dirais. Alors, c'est pas la même chose, hein, c'est bien de distinguer les deux, mais ça participe d'une banalisation de la loi ou d'un empilement législatif dans le même domaine qui crée un maquis complètement inextricable. Sur les lois protectionnistes, celles-là, c'est évidemment les plus importantes, je dirais, dans ce que tu as énoncé comme catégorie, puisque c'est bien le but ici de limiter et d'encadrer les libertés de plus en plus. Et effectivement, tu l'as bien dit dans tes symptômes, dans ton troisième symptôme, d'avoir une protection d'intérêt particulier, c'est très exactement cela. Quel que soit l'intérêt particulier, ce n'est pas forcément un intérêt directement financier, ça peut être un intérêt d'un lobby également, une orientation générale. Bon, on pourrait prendre le cas de l'écologie par exemple, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Puisque tu as cité notamment Adopi ou toutes ces questions de droit d'auteur, où on voit bien que c'est bien une certaine catégorie d'auteurs qui est protégée, mais dans les années 90, il y avait une grande question de savoir si les programmeurs informatiques qui faisaient une œuvre de l'esprit relevaient du droit d'auteur. Et ceux-là ont bien été écartés de cela, justement parce qu'ils auraient pu dire moi je relève du droit d'auteur puisque je crée une œuvre de l'esprit, c'est un programme informatique. Et ça a été bien, la loi était bien ciselée, bien autour, avec des contours pour bien écarter justement cette catégorie, je dirais, de prolétaires de la perception des droits d'auteur. Ça c'est très... alors que la question ne se pose pas pour un acteur ou pour des choses comme ça. Ou de la même façon pour les techniciens, toi qui travailles dans l'audiovisuel, Jean-Charles, les techniciens, ils se trouvent exactement dans la même situation en définitive. Qu'est-ce qui fait que le technicien qui a tiré les câbles pour un tel œuvre cinématographique est exclu des royalties qui sont versées à chaque diffusion? Oui, effectivement, la contribution d'un technicien parfois sur un mixage, sur une initiative de placer un micro, des choses comme ça, participe assez fortement parfois au succès de l'œuvre radiophonique ou audiovisuelle. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et
Autre point important, tu as cité l'interdiction de RT et de Sputnik et de médias et d'autres, notamment, et qu'il y a eu une loi après coup. Or, cela est totalement illégal. Le Conseil constitutionnel aurait dû invalider cette loi, puisque, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, dont je vais vous donner lecture, c'est totalement prohibé. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Ça veut dire que c'est complètement illégal. Cette loi est totalement illégale. Et donc, le Conseil constitutionnel ne joue pas son rôle, et ça pourrait d'ailleurs être une action recours constitution pour faire annuler cette loi, faire un recours auprès du Conseil constitutionnel. Le gros problème, je dirais, de toute cette crise de la loi, c'est évidemment qu'elle n'est plus non seulement visible, mais dès lors lisible, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Lorsqu'on a 74 codes, une forêt de lois, plus de 1000 lois qui sortent tous les ans, et comment dire, une instabilité telle, il est totalement impossible de dire nul n'est censé ignorer la loi. Donc, je pense que c'est ce que tu prolongeras dans ce que tu disais sur l'instabilité de la loi et ta prochaine intervention là-dessus. Mais pour moi, je pense que ça remet même en cause cette situation d'inflation législative, d'instabilité de la loi, que ça remet même complètement en cause ce qu'ils appellent l'état de droit. C'est-à-dire l'état de droit, c'est censé se baser sur un certain nombre de textes qui sont édictés, sont des textes législatifs, textes légaux, que les citoyens doivent connaître et doivent donc appliquer en tout temps et en tout lieu. Or là, c'est totalement impossible, sans compter les jurisprudences, bien évidemment, hein, qui viennent se ajouter, évidemment, à toutes ces lois. Et donc, je dirais que c'est aussi un autre symptôme, je dirais, de la fin de l'état de droit, c'est-à-dire un des piliers fondateurs du système capitaliste dans lequel nous sommes, qui est également, je dirais, remis en cause par cette insécurité, comment dire, cette décroissance des libertés qui attaque et notamment la liberté d'expression, mais pas seulement, on l'a vu avec l'épisode du Covid, c'est aussi des libertés de circulation et de se soigner, etc., ou de soigner les autres, pour ceux dont c'est la profession. On arrive vraiment dans une négation des principes fondamentaux qui fondent normalement le système capitaliste. Et donc, je vais répéter parce que j'ai déjà donné cela comme argument pour indiquer qu'on est dans vraiment la fin d'un cycle. C'est que lorsque un système renie ses propres principes fondateurs, c'est qu'il est effectivement en fin de course. Il ne peut pas durer longtemps comme ça. Voilà ce que j'avais à dire de cette présentation. Un autre... Jean-Charles, tu as plus de choses à rajouter maintenant ou pas? Non, mais tes commentaires sont très judicieux. Donc, sur les lois d'exception, lorsque j'en parlais, et je pense que Christian va peut-être en parler, donc il y a en plus des exemples qui ont été donnés, je pense donc au Conseil de défense qui ont été instaurés lors du Covid, la loi JO, Jeux Olympiques, qui valide les caméras de surveillance algorithmiques, et qui valide un certain nombre de mesures et de confinement circonstanciel. Donc, il y a tous les événements dont on a eu le malheur auquel on a eu le malheur de devoir faire face ces derniers temps, qui relèvent de lois d'exception, et j'ai l'impression, on pourrait quand même aussi le constater, que les attitudes coercitives du gouvernement, que ce soit des lois, des décrets, des règlements, etc., sont de plus en plus
nombreuses, et se rapportant soit à l'arsenal dévoyé que nous a exposé Christian, ou à la sortie même des principes constitutionnels, comme vient d'en parler Luc. Donc effectivement, les lois d'exception, c'est une façon aussi peut-être de dire, et ça serait peut-être une catégorie supplémentaire à ajouter, qui serait tous les prurites autoritaires dont le gouvernement actuel est en train de prendre une habitude. Voilà. Ouais, en prolongement de ce que tu dis, Jean-Charles, effectivement, cette notion d'état d'urgence, c'est une loi simplement du 3 avril 1955 qui la promulgue. Donc, en tant que telle, elle n'existe pas dans la Constitution. Outre l'article 16 qui est, Oui. c'est au code barre, je veux dire. Ouais. Mais bon, c'est au code barre dans une certaine, voilà. Ça pourrait couvrir éventuellement une notion d'état d'urgence. La loi d'urgence, on a commencé à en réentendre parler, parce que je n'ai pas le feedback et la connaissance suffisante pour savoir si au cours des années 80, il y a eu ces événements, il y a peut-être eu effectivement à quelques endroits des états d'urgence, des lois d'urgence, mais là où on a commencé à en entendre parler, c'est sous Hollande avec le terrorisme. Voilà, et cet état d'urgence, l'opération Sentinelle, etc., n'est jamais rentré à la maison, quoi. Hein. Il a été perpétué comme ça, de mois en mois, d'année en année, et donc cet état d'urgence n'est plus un état d'urgence. Et là aussi, il y a quand même une grosse entorse à la norme de la loi, enfin à la conduite normale de la loi et à la mise en œuvre donc des protections des citoyens, etc. Voilà. Un site là, qui cite toutes les fois où l'état d'urgence est ouais. Enfin, bon, on s'écarte peut-être un petit peu du sujet. Revenons, Christian, je te cède la parole pour une conclusion. Oui. De notre débat. Alors, si je parle de la crise de la loi, si nous parlons de la crise de la loi, il s'agit de savoir si la loi est en crise parce qu'il y a... Elle ne fonctionne plus, hein, que l'élaboration de la loi, il y a quelque chose qui ne marche pas, hein, ou bien si elle est détournée, dévoyée. Est-ce qu'il y a une cause extérieure qui fait que la loi il y a eu une OPA d'une entité extérieure sur le mécanisme de la loi, ou bien est-ce que le mécanisme de la loi en lui-même est en crise parce qu'il ne fonctionne plus comme l'éthique de la loi de la République voudrait qu'il fonctionne. Alors, dans le cadre de cette double problématique, je reviens sur les exemples qui ont été cités. La loi d'exception. Alors là, la loi d'exception ne me paraît pas franchement constitutive, enfin franchement manifestant une manifestation de la crise de la loi. Qu'est-ce que c'est qu'une loi d'exception? La loi d'exception, c'est une loi qui déroge à un ensemble de dispositions législatives actuelles et qui est a priori prévue pour ne durer que le temps que va durer le phénomène auquel elle répond par ses prescriptions législatives et qui, de ce fait, effectivement, déroge avec ce qui est écrit. Alors, une caractéristique de la loi d'exception, c'est qu'en fait, elle n'abroge pas. On pourrait dire, ben, écoutez, maintenant, on va faire autrement. Alors, on prend le confinement, hein, la loi, vous pouvez en sortir, et là, il ne nous permet pas de sortir. Donc, on n'abroge pas la loi, on fait une loi qu'on appelle loi d'exception. Je répète que cette loi n'est pas catégorisée en tant que telle dans la Constitution. La Constitution ne parle pas de... Alors s'il y a bien quelque part quand même que le gouvernement peut prendre des mesures d'exception lorsque... Mais là, il s'agit d'une loi, hein, une loi votée par l'Assemblée nationale, et il n'y a pas vraiment... bon,
quitte à peut-être mieux regarder la Constitution, il n'y a pas vraiment dans la Constitution quelque chose qui parle de cette catégorie de loi qui est la loi d'exception. Mais sans juger du bien fondé de telle ou telle loi d'exception, sur le principe, ça ne me paraît pas être illustratif d'une crise de la loi. C'est-à-dire qu'on pourrait bien concevoir une loi qui fonctionne bien, hein, en fonction d'un cahier des charges qu'on a établi et qui, au cours des décennies, est toujours bien respecté. Et puis, de temps en temps, il y a des lois d'exception. Mais bon, ça c'est mon opinion et ça ouvre peut-être un débat. Ensuite, les lois molles qui n'ont pas de sanctions. Les lois molles qui n'ont pas de sanctions, il ne faut pas les confondre avec ce qu'a cité Luc, c'est-à-dire par exemple, il a dit les lois de finances et les lois de programmation. Les lois molles, ce n'est pas des lois qui sont citées dans la Constitution. Au contraire, des lois de finances et des lois de programmation. Lorsqu'on lit l'article 34, l'article 34 donne un certain nombre de styles de lois, et puis à la fin, il dit, ah ben oui, il y a aussi les lois de finances et les lois de programmation. Bon. Lorsque je parle de lois molles, c'est des lois qui sont des lois très, très concrètes. Hein. Ça peut être un règlement de copropriété où on dit, voilà, faut pas faire ça, c'est interdit, mais il n'y a pas de sanction. Voilà. Bon. Et ça permet, alors d'abord, c'est du droit exorbitant, c'est un anachronisme juridique, et puis ça ouvre, encore une fois, l'arbitraire total, au niveau, par exemple, du jugement qu'il peut y avoir, de litige qui peut être traité par les tribunaux, à savoir qu'il y a une loi, il n'y a pas de sanction, mais bon, ben, du coup, moi je vais mettre une sanction parce qu'il y a quand même... voilà. Bon. Alors que donc, ça, ce sont des lois qui ne devraient pas exister, qui vraiment, le fait qu'elles existent en nombre quand même, disons, significatif, est un élément, est un signe de crise de la loi. Pour ce qui concerne les lois de finances et les lois de programmation, on en a déjà parlé plusieurs fois, moi, chaque fois j'enfonce le clou. Pour moi, ce ne sont pas des lois. Alors, c'est vrai qu'elles sont citées dans l'article 34. Hein. Une loi de finances, c'est tout simplement les députés qui vont voter, qui vont se mettre d'accord au bout d'un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, sur la répartition du gâteau de la perception fiscale. Et puis, loi de programmation, c'est, comme tu l'as très, très bien dit, Luc, c'est pour dire à telle mission ministérielle, la défense, ben nous on pense que la défense devrait plutôt aller dans ce sens-là. Bon, alors, c'est très bien, ça n'existe pas, c'est un autre débat. Pour moi, ce n'est pas des lois, il ne faut pas les appeler lois. Mais bon, ça ne procède pas non plus de la crise de la loi. Je voudrais parler, moi, de 3 éléments qui sont réellement des éléments de crise de la loi et qui sont contenus en creux dans les 3, il y a aussi le chiffre 3, les 3 symptômes, c'est le problème des lobbies, le problème des amendements et le problème des décrets d'application. Le problème des lobbies ou la question des lobbies, j'aime pas le mot problème, je crois qu'il vaut mieux dire la question des lobbies. On dit souvent, c'est un scandale, les lobbies font les lois, bon. La notion même de lobby, l'existence même de lobby, pour moi, je considère que ce n'est pas un problème. C'est l'expression même de la démocratie qu'une corporation se dote de VRP ou de héros pour pouvoir faire valoir ses intérêts. Et c'est dans l'ordre des choses aussi que chaque corporation essaye de faire valoir ses intérêts. Il s'agit de savoir quel est le système législatif. Bon, le système législatif, si il est entre les mains de 577 personnes physiques, ou entre les mains d'une vingtaine de ministres et de technocrates, et qu'il est facile d'approcher physiquement ces gens, hein, quand je dis physiquement, c'est pour pas calomnier, bon, et que si on a un groupe de pression important, on va pouvoir faire passer une loi, ça n'est pas la même chose qu'un système législatif où il va falloir, pour qu'une loi passe, qu'une majorité de citoyens, des 40 millions de citoyens, disent qu'elle est d'accord ou qu'elle n'est pas d'accord. Bon. C'est donc, le problème de lobby n'est pas un problème du fait qu'il existe des lobbies,
il est un problème que la loi peut se faire lorsque des groupes de pression approchent quelques personnes. Donc ça repose le problème, disons, de la démocratisation du pouvoir citoyen. Voilà. Et un des piliers de la crise de la loi, c'est que la loi est faite par des individus physiques qu'on peut approcher. Bon. Deuxième chapitre, les amendements. Les amendements, ils sont écrits dans la Constitution, très bon. Le système des amendements a été, non pas dénoncé, hein, mais j'ai dans d'autres communications, d'autres chroniques indiqué que un certain nombre de sénateurs et de députés disaient qu'avec ces amendements, on ne savait plus où on était, etc. Bon, il y a un vrai débat sur la loi, doit-elle se faire avec des amendements ou sans amendements. Et le fait que, à partir du moment où il y a un projet de loi qui est déposé par le gouvernement ou une proposition de loi qui est déposée par un ou plusieurs députés sur le bureau de l'Assemblée nationale, hein, est-ce qu'on va parler de cette loi ou est-ce qu'on va parler pendant un an de tout et de n'importe quoi autour de cette loi, chacun y mettant le nombre de cavaliers qu'il veut. Bon. Et ce système des amendements est un système qui nourrit la crise de la loi. Voilà. Et puis le troisième point, c'est les décrets d'application. Bon, c'est un élément que personne ne connaît, ça a l'air d'être rien, et en fait c'est beaucoup. Parce qu'une loi, une fois qu'elle a été votée, alors ça peut prendre un an, on a vu la loi Sren, hein, qui a mis un an pour être votée. Une fois qu'elle est votée, qu'elle a été fait des milliers, des centaines d'amendements, une fois qu'elle a fait des allers-retours entre le Sénat, l'Assemblée nationale, qu'elle est passée en commission spéciale, qu'elle a fait l'objet de saisine par un ou plusieurs groupes de députés, que le Conseil constitutionnel a statué, ben c'est pas terminé. Pas terminé parce qu'il faut encore que le président de la République promulgue la loi, hein, et qu'il fasse un décret d'application. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une loi qui est discutée pendant un an par les représentants les plus éminents de la nation, eh ben, elle est jugée par notre système de fabrication de la loi, notre système législatif, comme pas suffisamment au point pour qu'on puisse l'appliquer. Aussi étonnant que ça puisse paraître, et j'énonce là un truisme qui est connu dans une infinité infinitésimale de la population française, c'est que le gouvernement, c'est-à-dire simplement quelques personnes, considèrent que les lois qui sortent de l'Assemblée nationale, hein, bon, faut tout réécrire par une ou deux personnes, en général, bon, c'est des salariés, hein, des salariés technocrates, et pour que ça devienne un décret d'application. Sur ce point extrêmement précis, extrêmement de cuisine juridique, tous les juristes, qui soient de toute obédience, hein, s'accordent à dire qu'une loi, en théorie, n'a pas besoin de décret d'application, qu'une loi peut très bien prévoir, alors surtout si on y met un an de travaux forcés dessus, peut très bien prévoir tout ce qu'il y a, la virgule qu'il faut pour que la loi soit directement applicable. Ouais. Bon. Donc il est de première urgence, je dirais, de première urgence sanitaire de supprimer les décrets d'application. Les lois n'ont pas besoin, et ça obligerait même, hein, la loi parce que s'il y a quelque chose de pas bien écrit dans la loi, les députés disent oui, mais bon, le gouvernement il changera l'adjectif ou la virgule. Bon, il faut une première urgence de revendiquer, de dénoncer ce système de décret d'application et de le rayer définitivement de la Constitution. Après, bon, la promulgation, que la loi soit promulguée par le président de la République, bon, là, c'est une insulte à la démocratie. Bon, c'est simplement symbolique, mais c'est une insulte. Bon, une loi qui sort de l'Assemblée nationale, hein, doit être promulguée, alors, par le président de l'Assemblée nationale ou par le bureau de l'Assemblée. Voilà. Eh bien, ces trois éléments sont des éléments en creux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les citer comme ça dans un résumé, je dirais, journalistique, hein, mais ils nourrissent en creux cette crise très profonde de la loi française.
Merci Christian. Bon, tu as ouvert beaucoup de pistes dans ce que tu as dit. Bon, on est déjà à 44 minutes. Je suis pas certain, moi j'aurais des choses à dire, mais je suis pas certain que ce soit intéressant de poursuivre le débat sur ça. Je pense que c'est aussi bien peut-être d'en rester là. Jean-Charles? Non, non, c'est tout à fait intéressant. La dernière intervention met le doigt sur des tas de problèmes de procédure qui sont effectivement, qui relèvent pour certains, et lorsqu'on y réfléchit bien, et merci Christian, relèvent du scandale. Oui. Voilà. Et deux choses qui, du coup, bah, c'est trois choses. C'est l'histoire des lobbies, c'est l'histoire des amendements, quelle que soit l'opinion, mais également cette question des décrets d'application, la mainmise de l'exécutif en définitive sur le législatif. Tout cela devrait être prévu dans la Constitution. Oui, tout à fait. Oui, et on voit encore la défaillance de l'écriture de la Constitution, qui est vraiment complètement à revoir, même sur tous ces points procéduriers. Peut-être. Mais c'est même très important. Le détail, le niveau de détail, enfin moi je suis beaucoup là-dessus. La Constitution, contrairement à ce qu'on dit, ça doit être simple, etc. Oui, peut-être sur certains éléments. Mais il y a des endroits où il faut vraiment rentrer dans les détails, parce que le diable est vraiment dans les détails. Tout à fait. Mais une question, mais peut-être qu'on peut la relancer pour une autre session, mais trop d'amendements. Bon, j'ai bien entendu Christian, trop d'amendements, effectivement, on arrive à des caricatures de jeux législatifs, de jeux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cavaliers. Les cavaliers, enfin, toutes ces histoires, les milliers d'amendements, etc. Bon, trop d'amendements. La conclusion de Christian en vient à, on suppose, il n'a pas dit clairement, que voilà, à ce moment-là, il faudrait remettre en cause cette procédure d'amendement, etc. Mais en même temps, voilà, c'est une partie du débat, l'amendement, et voilà, et l'espèce de récif tous ces récifs qui émergent et qui font et qui matérialisent le débat, les nœuds du débat. Donc voilà, quelle est la solution? Je propose, parce qu'il a ouvert plein de portes. Hein, donc, effectivement. Voilà. Que nous mettions ça à l'ordre du jour, ces trois points, hein, peut-être regroupés dans une chose, les questions des lobbies, la question des amendements